Je suis un grand fan d'Harry Potter. Du plus loin dont je me souvienne, il s'agit du premier film que j'avais en VHS, et je me rappelle avoir regardé La Chambre des Secrets en boucle jusqu'à ce qu'en 2004 sorte un film qui allait me laisser sur le cul, Le Prisonnier d'Azkaban. Je me souviens très bien du jour où je l'ai vu. J'étais chez mon oncle et ma tante, toute ma famille était dans la salle à manger, et moi je découvrais pour la première fois ce DVD sur le tout petit écran du salon. Depuis, quand j'ai envie de replonger dans l'univers magique, un seul film me vient en tête, et c'est celui-là. Aujourd'hui, on va donc revenir sur le meilleur film Harry Potter, et je vais donc vous donner mon avis sur Le Prisonnier d'Azkaban. Je pense qu'un des points les plus remarquables du film est la cinématographie et l'aspect visuel. Il y a beaucoup de plans incroyables, l'imagerie du film est réellement magique. Et ce qui est intéressant, c'est que la mise en scène rend service au récit. Par exemple, cette scène où Lupin et Harry discutent sur le pont, ils commencent à faire connaissance et il y a encore cette séparation entre les deux. Puis ils commencent à former des liens et à mesure que leur relation évolue, ils sont de moins en moins séparés à l'écran. Il y a aussi par exemple Harry et la tour de l'horloge. On lui refuse d'abord l'accès à Préolard, il est au pied de la tour, puis quand il décide de s'affranchir des règles et d'y aller quand même, il en est au sommet. Et même dans la mise en scène, il y a une giga horloge, comme pour indiquer que le temps a sa grosse importance. On en parlera dans une autre partie. C'est assez hallucinant. Dans cette histoire, on sent un Harry qui a du mal à trouver sa place dans un monde magique. Et là, c'est symbolisé par une caméra mobile impossible à stabiliser. Il y a plein de plans séquences et de mouvements de grue assez impressionnants. On a par exemple cette scène où les mouvements de caméra imitent le mouvement des détraqueurs. Le dynamisme de la scène de Quidditch permet de se rendre vraiment compte qu'on est face à un sport extrême, pas juste des ados qui volent pour attraper des balles. On a aussi de nombreux plans qui entrent dans les yeux. Et je rappelle que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Et dans ce film, il y a une très grande importance de l'âme. Les fenêtres sont aussi très importantes. La fenêtre, c'est un cadre sur le monde, comme la toile d'un environnement, et le fait qu'on passe notre temps à les traverser est un super symbole de l'immersion. On en reparlera aussi dans une autre partie. Les teintes chaudes dans Poudlard et froides à l'extérieur prouvent que Poudlard est aussi un lieu accueillant et protecteur, même si le monde extérieur est froid et dangereux. On a aussi une palette de couleurs plus sombres parce que la saga commence à sortir du monde de l'enfance, et on le ressent via le choix des couleurs. Il n'y a plus autant de saturation que dans les deux premiers films. On sent vraiment qu'on a pris un virage plus ténébreux, plus mature qu'avant. On a aussi certains fondus au noir qui ponctuent les scènes clés du film, que ce soit la scène d'introduction, la première rencontre avec le détraqueur. J'ai l'impression que ces fondus au noir sont surtout là pour nous évoquer les rêves ou du moins la perte de connaissance, parce que tout ça ce sont des concepts très abstraits. Contrairement aux précédents films, Quaron ne cherche pas à adapter au plus proche possible des romans, mais à imposer une vision nouvelle de l'univers. Cette vision, on ne la retrouvera dans aucun autre film Harry Potter depuis. Mais si je devais garder un plan qui m'a retourné le cerveau, je parlerai de la scène avec l'épouvantard. Le mouvement de caméra qui traverse le miroir est jusqu'à aujourd'hui une prouesse technique. On dirait vraiment de la magie. Déjà, entrer dans un miroir, ça permet aux spectateurs et aux personnages d'entrer à deux dans la réalité de la fiction. Si je prends l'exemple de Orphée de Jean Cocteau, le miroir n'est qu'une porte d'entrée vers une autre dimension. Et en l'occurrence ici, le monde d'Harry Potter. Mais ça marche aussi pour la scène où il remonte le temps. On se demande comment la caméra fait pour passer partout. C'est comme de la magie. Visuellement, on a de nouveaux costumes plus naturels, des baguettes plus uniques et personnalisées. On a aussi un redesign de Poudlard, et en Écosse, beaucoup plus entouré de nature. La cabane d'Hagrid est déplacée, ils ont ajouté un pont pour accéder à l'école. Tout ça permet de donner plus de profondeur à l'histoire via le visuel. Il y a aussi des paysages beaucoup plus vastes. On a un sentiment de liberté qu'on n'avait pas dans les deux précédents films, parce que le prisonnier d'Azkaban ne se concentre pas sur Voldemort. C'est une année qui se distingue énormément des autres dans le récit, et je pense que le film offre une vision de cette liberté. On n'est plus encadré par le schéma, Harry arrive à Poudlard, un mystère se pose, le trio mène l'enquête, confrontation avec Voldemort, et il gagne. Cette liberté est parfaitement illustrée dans le troisième film. Déjà au tout début, Harry quitte sa maison, et on sent que le Magicobus pourrait nous emmener n'importe où. Ce sentiment de liberté, on l'a tout au long du film, que ce soit quand Harry et Buck survolent Poudlard, quand Harry s'envole en balai pendant le match de Quidditch, ou à la fin, on se dit qu'il pourrait aller absolument n'importe où. Même avec la carte du maraudeur, Harry a désormais la liberté de se balader la nuit, mais aussi via les visites de Préolard, qui nous font réaliser qu'il y a beaucoup plus à explorer que Poudlard, que le monde magique ne s'arrête pas seulement au mur du château, et même le fait d'avoir tourné en Écosse apporte beaucoup plus de corps à l'univers. Tout semble plus grand, plus immense, les paysages sont un atout majeur dans la composition du film, et surtout dans son impression de grandiose. La musique dans Le Prisonnier d'Azkaban est très importante. D'une part, elle aide à l'immersion, que ce soit le tango de la scène du début qui sort de la télé, ou la chorale qui nous permet d'entrer dans Poudlard, ou le jazz dans le cours de Lupin, le fait que la musique soit présente dans l'œuvre renforce notre immersion. On a aussi les effets sonores, les bruits de montre quand ils sont dans le passé, et qui permettent non seulement de se dire « Ok, on est dans le passé », mais surtout, il faut qu'on se grouille parce qu'on doit faire vite. Et je peux pas parler de la musique et du Prisonnier d'Azkaban sans parler de A Window to the Past. Comment ce simple motif se construit durant l'aventure. La première écoute, on l'a quand Harry est énervé dans sa chambre.
C'est un motif très léger, très discret, joué au céleste, le même instrument qui avait fait le thème d'Edwige, et on l'entend devant la photo du souvenir de ses parents. Ici, on a affaire à un musical foreshadowing. La seconde fois qu'on entend ce motif, c'est sur le pont avec Lupin. On a à la fois de la flûte, mais aussi de la harpe. Deux instruments qui se renforcent musicalement, et les deux apparaissent suite à l'évocation des parents d'Harry, parce que Lupin les a très bien connus tous les deux. Elle était aussi d'une très grande bonté. Elle avait l'art de voir la beauté chez les autres, et peut-être même plus particulièrement quand la personne ne voyait pas ce qu'il y avait de beau en elle. La troisième fois qu'on entend ce motif, c'est toujours entre Lupin et Harry. Il est beaucoup plus chaud et beaucoup plus renforcé qu'avant. Ce qui veut dire que le souvenir des parents d'Harry a permis de renforcer le lien qu'il y a entre Harry et Lupin. Vous n'êtes pas faible, Harry. Je veux savoir comment les combattre. Vous pourriez m'apprendre. Vous avez fait partir le détraqueur dans le train. Oui, mais il n'y en avait qu'un ce soir-là. Vous avez réussi à le chasser. Je n'ai pas la prétention d'être expert en la matière, mais je peux peut-être vous apprendre. La quatrième fois qu'on entend ce motif, c'est avec Harry en haut de la tour de l'horloge. Cette fois, on n'entend qu'un seul instrument, le cor. C'est comme une évolution du tout premier motif qui était joué au céleste, mais déjà beaucoup moins fragile et léger, mais plus imposant qu'une flûte. Dernier appel pour Préolard. Allons-y. D'ailleurs, Harry est beaucoup moins fragile. Il décide de partir après Préolard même si c'est interdit et qu'il court un grave danger. Mais en même temps, c'est ce qu'aurait fait son père. Et assez symboliquement, c'est la même scène où il reçoit la carte du maraudeur qui avait notamment été créée par son père, Lupin, Sirius et Peter. La cinquième écoute, on l'a avec l'apprentissage du Patronus. Là, c'est super intéressant. Le sortilège du Patronus nécessite un souvenir heureux. Et bam, on entend une version du motif, mais cette fois beaucoup plus triomphante, comme si Harry réussissait à dompter le souvenir de ses parents, non pas pour être triste, mais pour se protéger contre le détraqueur. Et pour la sixième et ultime reprise du motif, on a tous les instruments qui s'additionnent comme les morceaux d'un puzzle, le moment où Harry comprend enfin toute la vérité et où Sirius et Buck sont libres. On a aussi Double Trouble, une chanson sur Poudlard qui la représente parfaitement. On a des instruments très médiévaux comme le château, et c'est grâce à cette chorale qu'on entre physiquement avec la caméra dans Poudlard, le symbole de la magie. Puis Dumbledore fait son discours et on entend encore le motif musical, mais cette fois il est beaucoup plus mystérieux. On peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Et à la fin de ce chapitre, on l'entend une dernière fois, mais avec un motif beaucoup plus sombre, et à mesure que les détraqueurs s'approchent de Poudlard. Le thème d'Edwige aussi qu'on entend par-ci par-là, et qui est censé représenter la sécurité. C'est le thème des deux premiers films. Ceux qui nous rassuraient avant, là on l'entend chez les Dursley au début du film, comme pour nous indiquer qu'ici on est en sécurité, et à la fin, après qu'Harry ait appris la vérité sur Sirius Black, et que les détraqueurs ne soient plus une menace grâce au Patronus. Je vais pas tout dévoiler parce que ce serait gâcher la magie de la musique, mais je vous suggère fortement de prêter attention au son du film lors de votre prochain visionnage. Le temps a une importance capitale dans ce film, que ce soit les changements de saison visuels avec le Sol cogneur ou avec le temps que Sirius a passé en prison pour rien, le temps est important. Et tout au long du film, on a énormément d'indices sur l'importance de cette force, que ce soit une autre forme de foreshadowing avec les gros plans sur les horloges, mais aussi avec la musique, on a des effets sonores pour évoquer le temps. Par exemple, le ticking quand Harry attend seul parce qu'il n'a pas pu aller à Préolard. Et bien quelques temps plus tard, il prend la décision d'y aller, comme si le temps affectait sa décision. Mais l'usage le plus incroyable d'effets sonores du film, ce sont les coups de l'horloge. Plusieurs fois, il y a des moments clés du film, on a des coups d'horloge comme pour nous dire « Tiens, ce sont des éléments importants du récit ». Que ce soit quand Harry décide de s'affranchir des règles, qu'il s'en va pour Préolard, quand
quand il apprend que Sirius est son parrain. Ceci, Sirius Black était et demeure aujourd'hui encore le parrain de Harry Potter. Quand Dumbledore comprend qu'il peut sauver Sirius, Le temps est une chose mystérieuse, puissante, et quand on y touche, dangereuse. ici les coups d'horloge sont des coups pour dynamiser le récit, et surtout qui symbolisent un virage dans l'histoire. Mais on a aussi une symbolique plus touchante, parce que l'horloge frappe aussi quand Buck est sauvé. Allez, Buck, suis-nous. Allons-y. Mais où est-il? J'ai vu cette bête tout à l'heure. Il n'y a pas 5 minutes. Oh, c'est extraordinaire. Puis quand Sirius est sauvé. Comme pour nous dire, ok, les deux sont innocents et leur mort inutile vient d'être évitée. J'aime aussi la façon dont le voyage dans le temps est traité. Si on prend comme référence Retour vers le futur pour établir les règles, vous remontez dans le temps, mais les actions que vous y faites affectent le futur. Là c'est dangereux, compliqué, et surtout ça peut créer des paradoxes. Ici, ce qui se passe dans le présent a déjà eu lieu à cause du voyage dans le passé qui se passera dans le futur. C'est très bien pensé, et ça évite toute la partie paradoxe, complexité et dangerosité. Et le fait que l'histoire se focalise sur le temps est très bien rendu à l'image, avec les effets sonores, mais aussi avec les nombreux plans autour de la tour de l'horloge. Et aussi ce plan séquence de fou où Harry et Hermione remontent le temps. Pareil, il y a un travail de réalisation absolument incroyable, on dirait vraiment de la magie. Les longs plans séquences. Alors, un plan séquence, au-delà d'être un succès technique, c'est une manière incroyable de se plonger dans un film. Et dans Le Prisonnier d'Azkaban, on a une flopée de plans séquences. Que ce soit le long plan séquence au chaudron baveur ou l'entrée dans Poudlard, tous ces plans qui ne se coupent pas permettent de se plonger dans le film. Parce qu'un bon montage vidéo, c'est un montage qui ne se voit pas, qui est invisible et qui permet de cacher les cuts de caméra. On a aussi pas mal de plans à la première personne, comme pour nous dire ne soyez pas juste témoins de l'action, soyez dans l'action. Donc ça c'est pour le visuel, comment le visuel peut rendre l'univers réel, mais ça marche aussi avec l'usage de la musique intradiégétique. Le jazz de Lupin, la chorale, le flûtiste dans la cour, tout ça permet de garder cette impression que la musique n'est pas un ajout au montage, qu'elle est directement avec nous dans l'œuvre. On a aussi la nature vivante. Poudlard et ses environs semblent plus autonomes, plus vivants. La nature est beaucoup plus expressive et présente que dans les précédents films, et ça donne ce sentiment que le lieu existe. Tiens, un lac, une forêt, un village, des montagnes, je pourrais presque le localiser, et c'est ça aussi la magie du film. Même avec toute la volonté du monde, je ne pourrais pas rendre hommage comme il se doit au film. Si vous ne vous êtes jamais plongé dans l'univers magique d'Harry Potter, je pense que Le Prisonnier d'Azkaban est une très bonne porte d'entrée. C'est la première fois qu'on a un film pour adultes avec des adolescents. On est complètement sorti du cadre de films fantastiques pour enfants, et je pense que le travail de réalisation d'Alfonso Cuarón est un des meilleurs de tous les films magiques qu'on a pu avoir de cet univers. J'espère que cette vidéo vous aura au moins permis de voir Le Prisonnier d'Azkaban avec un œil nouveau, mais aussi avec un petit œil de curiosité, parce qu'il reste énormément de choses à décortiquer, et j'ai pas voulu aller à 100% justement pour pas casser la magie de l'œuvre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis sur le film directement en commentaire, et je vous retrouve bientôt sur la chaîne. Méfait accompli.